Nous sommes en milieu urbain, au bord d'un cours d'eau, et on a le cas classique d'une découverte de colonies de frelons, juste derrière moi. C'est-à-dire qu'en automne, quand les feuilles tombent, et là les gens découvrent des nids qui étaient présents depuis le mois de juillet probablement, au sommet des arbres. Alors le frelon asiatique ou le frelon à pattes jaunes, c'est une espèce invasive qui vient d'Asie, a priori de Chine. L'animal est arrivé en France probablement en 2004, aux alentours d'Agen, dans le sud-ouest du pays. Et depuis, l'espèce s'est répandue sur le territoire français. Donc à l'heure actuelle, en 2014, on a plus de 60% du territoire français qui est colonisé par cette espèce. Et ce n'est plus strictement un problème français, c'est un problème européen. Parce qu'on trouve des colonies de frelons asiatiques dans le sud de l'Europe, c'est-à-dire au Portugal, en Espagne, en Italie, mais également au nord, on le retrouve également en Belgique. C'est une espèce invasive qui pose plusieurs problèmes. Des problèmes au niveau de la santé humaine. Il y a eu quand même de nombreux accidents où les gens ont été piqués et malheureusement parfois avec des cas de mortalité. C'est un problème environnemental. Comme toute espèce de frelon, c'est un prédateur. Ce frelon asiatique, c'est un prédateur généraliste, donc il chasse de nombreuses espèces d'insectes. Donc ça a forcément un impact au niveau de la biodiversité dans notre environnement. C'est un problème également économique, parce que parmi son panel de proies que chasse le frelon, il y a l'abeille. Donc il pose un réel souci dans le secteur apicole. En l'occurrence, il va chasser des abeilles sur des ruchers. Ça va entraîner un stress au niveau des colonies d'abeilles, donc du coup elles vont moins produire de miel. La reine va moins se reproduire, donc on peut observer un déclin au niveau des colonies et on peut aller jusqu'à l'élimination complète de colonies d'abeilles. L'espèce peut construire ses nids à tous les niveaux. On a trouvé des nids dans des cavités souterraines, on peut avoir des nids à hauteur humaine, dans des buissons, dans des haies, mais également dans des bâtiments humains, c'est-à-dire sous des toits, dans des greniers, dans des cabanes, dans des appentis. On peut avoir aussi des nids sur des façades de maisons. Donc c'est vrai que cette espèce est capable de construire son nid un peu partout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une colonie de frelons commence au printemps, perdure tout l'été, continue en automne, et à la différence du frelon européen où les colonies en général meurent vers le mois de novembre ou fin novembre, le frelon asiatique peut perdurer encore un peu. On peut avoir encore des colonies très actives au mois de décembre, voire même en janvier. Ça dépend vraiment des conditions climatiques. Mais ce qui est important, c'est que chaque fois qu'on trouve un nid, il faut, en fonction des possibilités, il faut le faire éliminer. Parce que dans la période automnale, c'est là où les nids vont produire des reproducteurs, des mâles et des femelles, des reproductrices. Donc on est dans la période d'accouplement de ces individus. Ensuite, la colonie va mourir pendant l'hiver et toutes les reproductrices qui vont stocker les spermatozoïdes suite à un ou plusieurs accouplements vont se disperser dans l'environnement pour dormir pendant l'hiver, se réveiller au printemps suivant et recréer de nouvelles colonies. Donc, si on trouve un nid en automne, voire même au début de l'hiver, eh bien, il vaut mieux faire éliminer le nid parce que comme ça, on va éliminer certainement un certain nombre de reproductrices. On a un exemple ici. Il faut imaginer que le nid, normalement, est à 180 degrés pratiquement. Dans des galettes horizontales, reliées les unes aux autres par des piliers, donc avec une densité relativement importante, et le tout est englobé par une enveloppe qui sert à protéger l'ensemble de la colonie des conditions environnementales et contre les prédateurs. Alors, on peut monter jusqu'à 13 000 alvéoles. Et ce qu'on peut voir assez facilement sur cet exemplaire, c'est qu'à l'extrémité de chacune des alvéoles sur les galettes, on a une partie blanche. En fait, c'est comme un cocon. C'est tout simplement un opercule qui permet aux larves de s'isoler vis-à-vis de l'environnement. Donc tout le nid est fait par des ouvrières. La reine va pondre un œuf dans chacune des alvéoles. L'œuf va éclore, va donner des larves qui vont croître en taille, vont passer par différents stades larvaires. Et les ouvrières vont venir les nourrir très régulièrement. Et quand les larves sont au dernier stade larvaire, elles synthétisent un bouchon, un opercule qui ferme leur alvéole, qui est blanc. Donc c'est comme de la soie en fait. Donc du coup, elles s'isolent complètement de l'environnement, elles passent au stade nymphal, donc elles terminent leur stade de développement. Ensuite, elles passent au stade adulte, et quand elles sont arrivées au stade adulte, avec leur mandibule, elles vont découper l'opercule et sortir. À ce moment-là, ce que vont faire les ouvrières, après elles vont nettoyer, tout simplement. Elles vont découper
et enlever toute trace de l'opercule qui est blanc, qui n'est donc pas du matériau végétal. Et ensuite, quand c'est bien nettoyé, la reine revient et repond un œuf, et l'histoire recommence. Ah, il est là. Ouais, ça doit être un mâle. Il y en avait un, quand il avait les 2 antennes sorties. C'est une femelle? Ah non, c'est un mâle. Non, ça c'est un mâle. Si tu regardes le bout de l'abdomen, tu vois, là, ça n'a pas de risque. Je peux le poser sur ma main. Il n'y a pas de risque, normalement. C'est un jeune. Hein. Alors, quel est l'avenir du frelon asiatique en Europe? Moi, je pense qu'il peut y avoir des choses, qui peut arriver à faire disparaître l'espèce de l'Europe. C'est pas dit, encore que pourquoi pas. Le modèle frelon asiatique est un modèle d'étude très intéressant, dans le sens qu'il est arrivé en France un seul exemplaire. C'est une seule reine qui est arrivée. Ce qui fait que tous les individus maintenant en Europe, génétiquement, ils sont très très homogènes. Donc ce qu'on voudrait savoir, nous, c'est est-ce que cet aspect d'homogénéité génétique a des conséquences sur la biologie de l'animal? Il y a un gros problème génétique, donc potentiellement, ce qui peut donner un peu d'espoir, on peut imaginer que dans le futur, on va avoir une stagnation sur la production de nouvelles colonies, voire même un écroulement au niveau de l'espèce, ce qui est plutôt une bonne chose pour pas mal de personnes. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, parce que le déclin, on ne l'a toujours pas observé. Hein. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a effectivement un problème de consanguinité. En effet, il y a production de mâles à la place de femelles, donc qui pose des problèmes. Ça a un impact certainement sur le fonctionnement des colonies et peut-être même la reproduction de ces animaux. Sauf que les frelons ont peut-être mis en place des stratégies pour contourner un peu le problème. C'est-à-dire que peut-être une reine va choisir de s'accoupler avec un mâle plus éloigné d'elle génétiquement, plutôt qu'un mâle très proche génétiquement, et du coup ça va limiter la production de ces fameux mâles. Peut-être même que des ouvrières sont capables de les percevoir au sein d'une colonie et les tuer pour pas qu'ils aillent se reproduire. Donc on peut imaginer des stratégies, ce qui fait que l'espèce, on n'aura pas de déclin, on va arriver toujours à une croissance du nombre de colonies, et à un moment donné, on va arriver à un plateau, on aura une saturation dans un environnement donné, et on aura des colonies, comme on l'observe à l'heure actuelle, dans différentes régions. Ensuite, là où nous travaillons aussi, c'est faire du piégeage. Et je pense qu'en faisant du piégeage sélectif, c'est-à-dire on pourra imaginer du piégeage sur de grandes échelles, je pense qu'on va aussi impacter très sérieusement les colonies. Tape sur le plafond pour le faire sortir, ça va. Je regarde déjà si je vois un minimum de mouvement à l'intérieur. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment grand chose. C'est pas talent, tout est ouvert. Et il n'y a pas d'alvéole operculé. Ah si, il y en a 3 là, 3-4. Oh si, encore une. C'est ah. Attends, on va venir. Allez copine, viens là. Voilà. Je vais déjà lancer la spini là-dessus et puis on va voir. Ils ont l'air de vouloir se ravigoter un peu à l'intérieur. Regarde, ça ne pas ça? Tu vois, elle n'est pas très vive, au moins si elle peut stimuler ses copines. Pourquoi pas. Alors là j'ai 3 femelles. 3 ouvrières, je crois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non. Vas-y. Là, tu peux. Combien? 4? Sur 4 là. Donc on met les insectes dans un flacon en verre qui est propre. Et à travers le bouchon, on a une genre de seringue qui envoie une aiguille, un genre d'aiguille qui rentre au niveau du grillage. Et le rôle de cette aiguille, c'est de capter les molécules libérées par les insectes. Alors ça peut être potentiellement des phéromones. Et arrivé au laboratoire, on injectera les molécules potentiellement captées sur le dispositif dans un chromatographe. Ce qui nous permettra de visualiser les molécules. Et ensuite, avec une GCMS, c'est-à-dire un spectromètre de masse, on pourra identifier les molécules. Comme ça, on va connaître un peu le système de communication chimique chez le frelon asiatique. Et l'idée appliquée, c'est d'utiliser ces molécules, ces phéromones,
pour mettre ça dans un dispositif de piège, un piège sélectif, et remplacer l'appât alimentaire par un appât phéromonal. Donc l'appât alimentaire, c'est pas du tout sélectif, ça attire plein d'insectes, alors qu'une phéromone spécifique du frelon asiatique, potentiellement, ne pourrait attirer les congénères, mais spécifiquement les congénères, c'est-à-dire le frelon asiatique. Et là, on aurait un piège 100% sélectif. Les frelons qui ont été capturés dans le dispositif qu'on a vu ont émis des composés dans l'atmosphère. Les molécules sont parties dans la machine, elles ont été fragmentées et sur l'écran d'ordinateur, ça nous donne une reconstitution de ces molécules et on peut les identifier. Ils y sont tous. Ouais. Celui-là, c'est celui-là que je cherche moi à mettre en avant. Donc là, on a un mélange du mâle et du broyeur. Il faut identifier qui est qui et après on... Demain, je vire le mâle. Fais les 3 femelles seules pour la première manip. Ensuite, tu fais le mâle seul. Ensuite, tu fais la femelle écrasée, le mâle écrasé. Voilà. T'as compris? C'est bien. Allez ma belle. Il a l'air de plus chercher à fuir que... Donc là, dans ce dispositif qui est un tunnel de vol, le but est de tester les capacités d'attraction de composés, de molécules. Donc en fait, on libère des frelons dans cette partie du tunnel, et à l'autre extrémité, on met un appât. Donc en fait, une molécule que l'on souhaite tester. On libère le frelon, et le frelon, normalement, il va s'envoler, va explorer son environnement. Et s'il perçoit une molécule au bout du tunnel qui serait attractive, le frelon va voler vers la source. Et si la molécule est vraiment très intéressante pour lui, il va se poser sur la source. Donc l'idée, via ce dispositif, en utilisant de nombreux frelons, avec différents éclairages, c'est de tester différentes molécules, des odeurs de plantes, des phéromones d'insectes, des phéromones du frelon asiatique, donc spécifiques de l'espèce. Et l'idée, c'est de trouver une molécule qui soit très attractive, très motivante pour le frelon. Et dès qu'on aura trouvé la molécule et la bonne concentration, ensuite, on quitte le laboratoire et on va tester la molécule sur le terrain, dans un piège. C'est-à-dire dans un environnement odorant beaucoup plus complexe qu'une salle de laboratoire. Et si dans ces conditions, en guillemets, naturelles, on a aussi une bonne attraction sur les frelons, et là, on aura réussi notre contrat et on pourra, grâce à un partenariat industriel, commercialiser ce piège. Et ce qui fait que les gens pourront faire du piégeage contre nos frelons avec un piège efficace et sélectif. Et dans ce cadre-là, on pourra imaginer des campagnes de piégeage plus conséquentes et qui pourraient avoir des répercussions sur l'animal. Donc bon, a priori, il y aura toujours le frelon en France et en Europe. Mais on va essayer de le ramener à un niveau très bas. Ce qui fait que l'espèce, on ne va pas l'éradiquer, mais on va la ramener à un niveau où elle aura un impact plus que limité. Là, il y a un monde fou. J'ai rarement vu autant de frelons. Il y a du monde.